Ce que je voudrais dire d'abord en démarrage de cette courte présentation, c'est que si je devais qualifier cette année 2020 qui vient de se passer, et notamment au regard du travail qui a été réalisé par les un peu plus de 3000 personnes qui travaillent autour et pour la LEFPA, qui accueillent ces 13 000 personnes dans nos différents établissements, je voudrais reprendre cette phrase d'André Malraux qui dit « Il existe une éloquence des actes qui n'est point celle de la parole, bien qu'elle la suscite souvent. » Eh bien, je crois que l'ensemble de nos collègues, l'ensemble de nos collaborateurs et l'ensemble des publics que nous accueillons dans nos établissements ont vécu dans cette crise, ont traduit dans cette crise, par leur éloquence des actes, beaucoup de choses, et notamment beaucoup de cœur, beaucoup d'engagement et beaucoup de professionnalisme dans la prise en charge des personnes que nous accueillons. Je dis bien des personnes que nous accueillons, puisque une de nos dynamiques importantes est véritablement la vision d'une société inclusive leur permettant d'entrer dans la société et d'avoir leur place, quelle que soit leur situation, quelle que soit leur vulnérabilité, leur place de citoyen à part entière. Cette crise, elle a démarré en 2020 et il y a à peu près 1 an et demi maintenant, nous pensions même qu'à la fin du confinement, nous pourrions reprendre une vie comme avant. Nous pourrions reprendre nos habitudes et nos déplacements. Finalement, cette pandémie a été beaucoup plus dramatique que l'on pouvait l'imaginer, beaucoup plus longue qu'on pouvait le penser et l'évaluer. Et l'ensemble de nos collaborateurs, dans leur métier, ont eu 3 phases. Nous avons eu 3 phases dans cette crise, en ce qui nous concerne. La première phase, ça a été une phase de résistance. En 2020, il fallait d'abord faire face pendant le premier confinement, c'est-à-dire faire face à la crise, continuer à accueillir les publics que nous avions en charge, continuer à sécuriser les professionnels qui avaient à travailler, parfois même sans avoir accès aux protections, je pense en particulier aux professionnels du secteur social, et puis continuer aussi à assurer les obligations de la LEFPA, ne serait-ce que les obligations réglementaires, légales, comme l'organisation d'une assemblée générale, ce que nous faisons aujourd'hui encore en visioconférence, et que pour l'année dernière, pour la première fois, nous avons engagé de cette manière-là. Je dois dire que dans cette première phase de résistance, nous avons eu à la fois la continuité des services rendus aux personnes. Il n'y a pas eu de cessation dans aucun territoire, sur aucun établissement, pour aucune des 13 000 personnes accompagnées. Il n'y a eu de rupture dans la prise en charge. Il y a eu une évolution de la prise en charge, mais pas de rupture. Et puis, saluer ici aussi l'engagement de tous les collaborateurs qui se sont donnés pour intervenir en modifiant parfois leur modalité de travail, en modifiant leur organisation personnelle pour faire en sorte qu'on puisse accompagner les personnes dans leurs projets. La deuxième phase, c'est une phase qu'on qualifie de résilience. Alors, si on reprend l'expression de Boris Cyrulnik qui dit « Somme toute, la résilience, c'est naviguer entre les torrents ». Donc, quelque part, en 2020, on a dû naviguer entre les torrents. Et naviguer entre les torrents, ça a aussi été l'occasion pour nous, pas d'apprendre à naviguer, mais en tout cas d'apprendre à manier le radeau que nous avions. Et quelque part, cette année 2020 est aussi un laboratoire d'idées et un laboratoire d'innovation que nous avons pu mettre en place, que nous avons pu expérimenter beaucoup plus simplement que s'il n'y avait pas eu la crise. Tout cela nous a amené à l'étape suivante dans notre réflexion, ça a été l'espérance du monde d'après. Déjà, pendant le premier confinement, un certain nombre de gens écrivaient, avec une belle éloquence de l'écriture, écrivaient comment allait se dérouler le monde d'après, persuadés qu'il ne reviendrait jamais comme le monde d'avant. Nous avons, nous, en ce qui nous concerne, dès le début, travaillé sur ce monde d'après et mis en place au sein de la direction de la vie des établissements, pilotée par Vincent Routier, notre directeur général adjoint. Nous avons mis en place un groupe de travail avec les directeurs, leur permettant d'identifier les bonnes pratiques pour qu'une fois la crise passée, nous puissions en garder les meilleures. Nous avons aussi, dans cette crise, retenu comme leçon, première leçon, pour fonctionner, pour surmonter, pour dépasser, il faut avoir plus de proximité avec les publics accueillis, plus d'engagement des professionnels et plus aussi de professionnalisme dans la mission. En s'appuyant sur ce triptyque, on a d'abord appris à travailler autrement, appris à plus de solidarité. J'en citerai ici un simple exemple. Au début du premier confinement,
un certain nombre de nos collègues disposaient de masques, d'autres pas. Et sur certaines activités, je pense aux maisons d'enfants à caractère social, l'accès aux masques était quasiment impossible alors que les enfants devaient être pris en charge. Et dans toutes les MEX, la question s'est posée de la sécurité des collaborateurs, faire en sorte de continuer à travailler avec quand même une sécurité garantie. Eh bien, il y a une vraie solidarité qui s'est établie entre les établissements et il y a eu un certain nombre de colis qui sont passés d'un secteur à un autre, d'un établissement à un autre, voire même de la direction générale à la direction territoriale des Hauts-de-France pour une redistribution dans les établissements de cette région. Je veux dire que cette solidarité, nous l'avons apprise, solidarité entre les territoires, solidarité entre les métiers, entre les professionnels et finalement, solidarité entre les gens. Nous avons appris à être humains et solidaires. Le deuxième élément qu'évoquait tout à l'heure le président, c'est le télétravail. Nous avons là aussi, les uns et les autres, appris à nous réunir, appris à ne plus prendre l'avion pour aller ici ou là, à ne plus prendre le train, à ne plus prendre la voiture, mais au contraire à travailler en télétravail. Et la mise en place de ce télétravail, je crois que le président citait un philosophe, le sociologue Jean Viard dit le télétravail était déjà quelque chose qui était engagé, mais qui s'est largement développé avec la crise. En effet, chez nous, il n'était pas du tout engagé et nous étions plutôt réfractaires à l'organisation en télétravail. Ça a été, aujourd'hui, c'est un enjeu sociétal, mais au démarrage et au début du premier confinement, ça a été une vraie question à se poser. Et on a appris qu'il était possible d'organiser du télétravail. Et je salue ici, mais j'y reviendrai tout à l'heure, le travail qui était organisé par la direction des systèmes d'information, qui a permis en 15 jours, 3 semaines, à 350 personnes de travailler à partir de chez elles, ce qui a laissé la LEFPA tenir ses instances en temps et en heure en juin avec les comptes arrêtés et validés par les commissaires aux comptes. Et donc, quelque part, le télétravail de nos comptables a été aussi efficace que quand ils n'étaient pas en télétravail. Le télétravail, c'est quelque chose, et le président a raison, qu'il faut maintenant repenser, revoir avec les organisations qui vont se remettre en place avec la sortie de crise. Évidemment, le télétravail à 100%, qui est aujourd'hui encore, jusqu'à aujourd'hui, une obligation définie par le gouvernement, est quelque chose qui va diminuer petit à petit. Et il est indispensable de trouver les règles du fonctionnement du monde d'après et de faire en sorte que on puisse non seulement tirer le meilleur des rencontres physiques qu'il faut et qui sont indispensables, la preuve, un certain nombre d'entre vous sont ici parmi nous ce matin, cet après-midi, mais aussi utiliser autant que faire se peut ces nouveaux outils qui permettent à la fois de faire moins de déplacements, à la fois d'être beaucoup plus réactifs, et ainsi, il m'est parfaitement possible d'aller pour une réunion d'1 heure à La Réunion ou à Mayotte. Le président a signé une convention avec le CHM de Mayotte en visioconférence de son bureau. C'est certes moins bien que de faire la réunion sur place, mais c'est un moyen de continuer à faire travailler et avancer nos organisations. Il faut cependant penser qu'il faut continuer à se voir, et je citerai ici Tocqueville qui disait une société ne peut fonctionner que si les hommes ne se perdent pas de vue. Et donc il ne faut jamais se perdre de vue, ni se perdre dans un lieu différent. Ceci pour revenir sur l'organisation. On ne reviendra pas au monde d'avant, on peut le regretter, et il nous appartient dans l'année qui vient, aux uns et aux autres, quelle que soit notre fonction, administrateur, président, directeur, collaborateur, de penser comment on va s'organiser dans le monde d'après, enfin, comment on va fonctionner dans ce monde d'après. La LEFPA, c'est une grande association, le président l'a rappelé. Nous avons une force, qui est que notre association est à la fois une association nationale et une association des territoires. Quand je dis c'est une association nationale, cela se conforte par le fait qu'elle est reconnue par des actions nationales qu'elle est capable de porter, qu'on lui propose de porter ou qu'elle est susceptible d'emporter. C'est par exemple le travail de certains d'entre nous sur la réforme des ESAT, qui est quand même l'une des grandes réformes des 10 prochaines années sur l'insertion des personnes handicapées. C'est aussi le rapport Les enfants de l'exil, dont le président et la secrétaire générale parlaient tout à l'heure, et qui est un rapport qui compte sur ce sujet douloureux des enfants venus d'autres pays et qui sont pris en charge par les départements au niveau français. C'est aussi l'Observatoire de la scolarisation,
des enfants handicapés qui a été mis en place à la demande de Madame Cluzel, la secrétaire d'État aux personnes handicapées, juste à la sortie du premier confinement. Cette association nationale, ça lui donne aussi une capacité d'intervention, le fait de pouvoir dire ce que l'on fait ici peut être fait là, et de pouvoir jouer sur ces 21 départements où nous sommes représentés, afin que ce qui est le plus remarquable fait dans un territoire puisse être partagé avec les autres. Par exemple, on a un travail sur les cas complexes. Les cas complexes, vous savez, sont les enfants qui relèvent de l'aide sociale à l'enfance, mais dont l'aide sociale à l'enfance se dit qu'ils sont trop compliqués pour être gérés par l'aide sociale à l'enfance, et on se dit ce serait peut-être bien de les mettre dans un ITEP, sauf que dans un certain nombre de cas, ils ne relèvent pas d'ITEP. On appelle ça des cas complexes, et beaucoup de départements, pour ne pas dire quasi tous, se posent la question de comment traiter ces cas complexes. Nous avons, nous, dans l'ALEFPA, un certain nombre d'expérimentations qui sont réalisées. C'est le Regain dans les Pyrénées-Orientales, en Occitanie, où je salue ici le travail d'Olivier Rac, le directeur, qui a conçu ce projet avec le département des PO. C'est en Vendée le remarquable travail réalisé par Jean-Christophe Cavant et son équipe sur le DHP, le dispositif d'habitat permanent, qui permet cette fois-ci dans un système, alors je vais parler moderne, dans un système hybride, associant à la fois l'ARS et le département, d'accueillir ces cas complexes. C'est dans tous les cas la recherche d'une réponse, et que cette réponse puisse ensuite être diffusée dans d'autres territoires. C'est ainsi, par exemple, que sur le territoire des Hauts-de-France, notre collègue Nathanaël Debouzy et ses équipes sont en train de mettre en place un accueil de ces cas complexes sur Valenciennes et sur Mérigny, en s'inspirant de ce qui était réalisé sur les autres territoires. C'est cette transversalité, cette horizontalité qui permet, dans une association nationale, de porter des projets importants. Je citerai en vrac les résidences autonomie, les résidences répit-famille, qui sont des résidences de vacances pour personnes âgées et handicapées dépendantes. Les violences conjugales, qui sont aujourd'hui, et Marie Zaudry l'a évoqué, qui sont aujourd'hui très, très représentées et très performantes en Martinique et qui sont en train de s'étendre dans d'autres territoires. C'est aussi, évidemment, les projets sportifs et culturels nationaux, les ALEFPIAD, les projets portés par la secrétaire générale sur la partie culture et sur lesquelles elle reviendra tout à l'heure. C'est aussi une association nationale, la possibilité d'avoir une démarche qualité portée au niveau national et donc un partage des outils qualité, mais aussi une démarche éthique. Et je salue ici le travail qui est fait par le comité d'éthique national et les comités d'éthique sur les territoires. C'est le premier volet, une association nationale. Autrement dit, quand on discute avec un partenaire bancaire, quand on discute avec un ministère, c'est une association nationale. Voilà. On cite les 3000 salariés, les 200 et quelques millions de recettes, la puissance d'une association nationale. Par contre, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est quand on est dans le territoire, c'est d'être une association du territoire. Ça donne une adaptabilité, une agilité, une capacité à envelopper la demande qui est faite par le territoire et à y répondre précisément. Ainsi, et je reconnais ici Madame Lavoine, donc Ghislaine Lavoine, la présidente de la SEV, qui rejoint la LEFPA, la SEV, et Madame Lavoine, c'est la capacité à Vitry d'être une association du Vétria. C'est la capacité en Martinique d'être une association martiniquaise ou dans la Creuse d'être une association creusoise et de faire en sorte que nous puissions développer ce que l'on appelle la sociabilité des territoires. Je veux que dans notre organisation, le rôle des territoires qui se professionnalisent grâce aux directions territoriales soit reconnu et participe au management associatif collectif. Quelques chiffres, parce qu'il en faut. Le rapport du directeur général ne serait pas complet s'il n'avait pas quelques chiffres. La LEFPA est en progression et en développement, le président l'a rappelé. C'est donc un peu plus de 3000 personnes qui travaillent, entre les 2826 salariés, les 100 enseignants, les personnels, les travailleurs handicapés qui sont 763. Ça nous représente à peu près 3000 personnes qui travaillent pour le compte de la LEFPA. Et ces chiffres sont importants parce qu'ils sont en constante évolution depuis 20 ans. Ainsi, par exemple, entre 2000 et 2020, les effectifs de la LEFPA ont grandi, ont progressé de 116%, dont
36% de ces 116% entre 2000 et 2012 et 80% de ces 116% entre 2013 et aujourd'hui. C'est aussi, au sein de la LEFPA, un investissement annuel moyen d'une dizaine de millions d'euros, à la fois pour rénover, pour créer, pour construire. Le président rappelait Mayotte, où nous allons construire un grand projet d'établissement d'accueil pour enfants et adolescents polyhandicapés, qui est quasiment un établissement de soins et qui va accueillir une soixantaine d'enfants dans l'année qui vient, dans les 2 ans qui viennent. Et la LEFPA accueille chaque année un peu plus de 13 000 personnes. C'est là aussi une grosse évolution, puisque depuis 2000, c'est 10 000 personnes de plus par an que nous accueillons. Et nous sommes donc passés, depuis 2012, à 7 000 personnes supplémentaires. Le budget de la LEFPA est en effet passé, depuis 2000, de 66 millions d'euros à 206 millions d'euros, ce qui représente une grande progression, dont 65% depuis 2012. Enfin, les fonds propres de l'association, parce que la solidité d'une association ne se compte pas autrement que sur les fonds propres. Les fonds propres de l'association sont passés de 33 millions d'euros en 2000 à 127 millions d'euros en 2020. La trésorerie a également évolué dans le même sens. Ce que je veux dire, c'est que vous avez face à vous, vous faites partie, mesdames et messieurs les adhérents, d'une association qui est solide, qui est performante et dont la tenue est assurée par l'ensemble d'une équipe de professionnels qui sont engagés et compétents. C'est une équipe digne d'une organisation de 3000 salariés. Et cela se traduit sur cette année par une intervention sur les territoires où chacun et chacune se sont mobilisés pour que la LEFPA soit toujours présente pour les personnes qu'elle accueille et accompagne. Je salue ici donc le courage, l'engagement et le professionnalisme de volonté de nos collaborateurs. Un exemple, une éducatrice qui se déplace sur le terrain pour aller suivre les enfants qui ne vont plus dans l'IME. Dans un établissement, cette solidarité s'est traduite également, je citerai le Montigny-le-Roi, en Haute-Marne. Dans cet établissement, l'équipe des cuisines s'est remise en route, alors que l'établissement était fermé, pour faire à manger, pour aller porter à manger aux enfants qui étaient restés chez eux, pour s'assurer que ces enfants, qui souvent sont à la fois des enfants d'IME, mais aussi avec des difficultés sociales, puissent au moins avoir la garantie d'un repas complet et équilibré. Puisque quand ils venaient à l'IME, c'était souvent le seul repas complet et équilibré qu'ils avaient dans la journée. Et je salue ici Yves Degrave et la commission des établissements qui se rendent compte de cela quand elle visite les établissements, quand elle entend les directeurs, quand elle discute avec les professionnels, quand elle écoute les usagers, et que ceci explique l'engagement de nos collègues et collaborateurs. C'est aussi au niveau de la direction générale, un rapide état, c'est que la direction générale, dès le premier confinement, s'est largement mobilisée et a été présente tout au long de cette année 2020. Alors pas forcément physiquement, mais en tout cas pour répondre aux besoins. Et je salue ici au premier chef Anne Wattel, qui est l'assistante de direction, sans qui toutes ces organisations virtuelles de rendez-vous, de prise de contact, d'assemblée générale, de conseil d'administration, de bureaux et de bien d'autres organisations et de réunions demandées par les uns et par les autres n'auraient pu être possibles, et qui a toujours été présente pour remplir ses missions, assistée par le secrétariat qui est toujours à côté d'elle. C'est aussi en 2020 le remarquable travail de la direction des systèmes d'information, parce que quand on vous dit le 16 mars, à partir de demain, il n'y a plus personne qui vient au boulot, physiquement, qu'est-ce qu'on fait ? Heureusement, nous avions recruté un excellent DSI, Pierre Dubois-Després, il y a quelques années, en 2015, et il avait commencé à bâtir le schéma directeur des systèmes d'information qui aujourd'hui commence à être bien engagé. On avait changé le matériel, fait évoluer les réseaux, fait des travaux d'infrastructure importants dans les différents établissements, et on s'était ouvert à une évolution des outils, dont certains je suis incapable de m'en servir, mais ces outils ont permis, du jour au lendemain quasiment, d'avoir la capacité de mettre 350 personnes en télétravail qui ont assuré la continuité de leur mission. C'est, du point de vue de certains de mes confrères et collègues directeurs généraux d'associations, quelque chose qui est assez remarquable et qui n'a pas été partagé par tous. En tout cas, on doit saluer le travail qui a été réalisé aussi par la DRH, parce que quand on dit une organisation de 3000 personnes, ça paraît simple.
Quand on est directeur général d'une organisation de 3000 personnes, on se dit, attendez, je dirige 3000 personnes. Quand on est président d'une organisation de 3000 personnes et qu'on va au ministère, on dit à Madame Cluzel, je représente une organisation qui emploie 3000 personnes. Sauf que 3000 personnes, c'est 3000 fois une personne. Et ces 3000 fois une personne, il faut les gérer en tant que telles, il faut les accompagner en tant que telles, par de la formation, par du dialogue social, par des parcours professionnels, par des contentieux parfois. Et je crois que nous avons la chance d'avoir, avec Marie-Agnès Neuville, qui nous a rejoint il y a quelques années, une DRH à la fois de force, de combat, d'efficacité et d'efficience. Et nous n'avons eu aucun problème de personnel pendant la crise. Nous n'avons pas arrêté le dialogue social, nous avons transformé le dialogue social, et Dieu sait que dans une association implantée, y compris outre-mer, le dialogue social est particulier. On avait l'habitude de faire venir des gens de Guadeloupe, de la Réunion, des Antilles, etc. Il a fallu tout transformer en télé-négociation, et donc on a là une championne de la télé-NAO qui a parfaitement fonctionné l'année dernière, avec un certain nombre d'accords qui ont été signés, et une évolution de nos personnels, puisque je crois qu'on a recruté plus de 3000 personnes, je préciserai le chiffre tout à l'heure sur le bilan social, mais plus de 3000 personnes, dont 260 contrats en CDI, et tout ça a continué de manière efficace. Sur la DVE, donc, qui est la direction de la vie des établissements, qui est pilotée par Vincent Routier, je dirais qu'on a fait un excellent travail d'accompagnement, de soutien, et qu'on a porté à chaque établissement en moment de difficulté, on les a accompagnés et apporté le soutien de la direction générale, le soutien technique, le soutien psychologique pour faire en sorte de passer ces difficultés. Enfin, sur les directions actuelles, je parlerai, en 2020, je parlerai de la DGFP. La DGFP, c'est la direction du patrimoine, de la comptabilité et des finances. Donc la DGFP, je l'ai évoqué tout à l'heure, a réussi deux choses très importantes en 2020, plein d'autres, mais en tout cas deux qui méritent ici brièvement d'être soulignées. La première, ça a été de rendre, et je l'ai dit, de rendre en temps et en heure l'ensemble des documents officiels à réaliser avec on n'a pas changé une seule date d'instance. Et le deuxième, c'est que 2020, et vous le verrez tout à l'heure avec monsieur le trésorier, 2020 a été une année pour les associations et fondations, et je vois ici d'autres membres d'associations partenaires, c'était une année particulière puisque la norme comptable a changé. Et donc quand vous cumulez le Covid, le confinement, le télétravail, le changement de norme comptable, c'est véritablement une prouesse qui a été réalisée par la DGFP, les équipes comptables sur le terrain, l'ensemble piloté par Christian Brognaud. Et depuis maintenant 3 mois, 4 mois, 5 mois presque, j'allais dire depuis le 1er février pour faire simple, nous avons donc créé une nouvelle direction générale adjointe qui est occupée par M. Paulet, Sébastien Paulet. Cette nouvelle direction générale adjointe, a pour objectif de s'occuper à la fois de la communication, des relations institutionnelles, mais aussi d'un secteur d'activité particulier qui se développe, et j'y reviendrai en fin d'intervention, qui se développe et qui est la prise en charge de l'habitat. Dans la communication, qui dépend donc désormais de Sébastien Paulet, en 2020, il y a eu au moins deux choses particulières. Il y a eu le maintien du lien par les réseaux sociaux, puisque nos réseaux sociaux ont continué à se développer, on a continué à être présents, on a continué à partager, etc. On a continué à envoyer des vidéos un peu partout, mais aussi la réalisation des ALEFPIAD du grand confinement, qui ont permis à chaque établissement dans son territoire à la fois de participer aux ALEFPIAD communes, notamment par le flash mob qu'évoquait tout à l'heure Catherine de Broucker et qui a été un superbe moment d'échange dans tous les territoires. Je vous invite à aller le voir sur la chaîne YouTube de l'ALEFPA, mais aussi à faire participer aux ALEFPIAD, qui en général accueillaient à peu près 300 participants physiques, à faire participer beaucoup plus d'enfants. Je crois que si on considère que l'ALEFPA se développe, le président le rappelait, oui, l'ALEFPA se développe, nous avons une stratégie de développement comme tout le monde, mais le développement n'est pas notre stratégie comme c'est le cas pour certaines autres associations, et le développement n'a d'intérêt que s'il permet de réaliser des projets, que s'il permet d'aller plus loin dans l'acquisition de partenariats utiles au développement du service rendu aux personnes que nous accueillons, et faire en sorte que demain nous puissions en faire encore plus sur un territoire plus large pour plus de personnes.
On a eu en 2020 une vingtaine de projets sur tous les territoires qui se sont créés. On a répondu à un certain nombre d'appels d'offres et on a eu 13 projets qui ont été autorisés, dont 11 ont été autorisés en 2020 et ouverts en 2020, ce qui témoigne du dynamisme des équipes malgré le confinement. Il y a eu également 3 structures que le président a présentées tout à l'heure qui ont été reprises. Et je dirais que, je suis presque à 5 minutes de la fin, je dirais que, en fait, la démarche de la LEFPA, c'est s'ouvrir et s'enrichir de l'autre. Éric Emmanuel Schmitt dit une rencontre, c'est quelque chose de particulier. C'est une porte, une fracture, un instant qui fait qu'il y a un avant et un après. Et je crois qu'à chaque fois qu'on rencontre une association, il y a ici la Sève, il y a ici Isatis, il y a ici le jardin de cocagne du Raquet, à chaque fois qu'on rencontre une association, c'est une rencontre particulière qui permet de créer de nouveaux champs, qui permet de se créer mutuellement de nouvelles opportunités et de faire en sorte que ces alliances stratégiques, ces partenariats stratégiques, ces rapprochements stratégiques sont à la fois du gagnant-gagnant puisqu'ils sont faits dans un esprit de respect mutuel et de position accueillante et ouverte. Maintenant, ce qu'il faut, c'est préparer l'avenir. Préparer l'avenir, on peut le faire sereinement à la LEFPA. On l'a prouvé par les comptes qui vous seront présentés par le trésorier. Ça nous permet de proposer des projets ambitieux, avec cette logique qui est toujours de dire un projet, d'abord on commence par compter le projet, on raconte l'histoire. Ensuite, on se compte, on regarde qu'est-ce qu'il faut pour réussir le projet et le diffuser dans les territoires. Et ensuite, on compte pour savoir comment irriguer notre écosystème. Il y a aussi en cours le projet associatif sur lequel je ne vais pas insister puisque Madame la vice-présidente va certainement en parler tout à l'heure. Mais l'élément important pour nous les professionnels, Madame la vice-présidente, dans la démarche que vous avez engagée, c'est cette notion d'intelligence collective qui associe à la fois les élus, qui associe à la fois les professionnels, mais aussi les personnes accueillies dans nos établissements et les partenaires extérieurs, j'allais dire tout ce qui constitue les stakeholders de la LEFPA, les parties prenantes de la LEFPA. C'est aussi le moment, le président le disait, on est stable, on est serein, on est tranquille. C'est le moment aussi de penser à l'investissement, sur les nouvelles modalités qui vont se présenter à nous, les nouvelles modalités de prise en charge, nouveaux projets. Par exemple, on citait tout à l'heure les ESAT, mais il y en a bien d'autres. Et je crois que l'économie va passer, pour un certain nombre de nos secteurs d'activité, d'une économie dite de solidarité à une économie dite de passerelle, qui fait que nous devons à chaque fois hybrider nos systèmes, pour intégrer une partie de gestion économique, ce que l'on fait avec l'habitat, ce que l'on fera avec d'autres sujets. C'est aussi préparer l'avenir de nos établissements et services, et notamment avec le plan numérique. Dans le cadre du management, je voudrais dire qu'on essaye de développer un management plus ouvert et participatif. C'est un travail de tous les jours, c'est jamais gagné, il faut y aller. Ce qui nous oblige les uns et les autres, et ce qui nous encourage à avoir une attitude empathique et bienveillante, évidemment, et aussi de travailler en confiance, responsabilité et engagement. Je terminerai, Monsieur le Président, en disant que la LEFPA, c'est quelque part la preuve par 9. Alors ça marche à tous les coups, et je pense que Catherine Goss, qui est ici, c'est la preuve par 9, je crois qu'on l'a entendu hier dans la représentation du spectacle. La preuve par 9 de la LEFPA, c'est 3 secteurs d'activité, le sanitaire, le médico-social, le social. C'est 3 publics, les enfants, les adultes, les personnes âgées, et c'est 3 leviers. Et je pense qu'il nous appartient maintenant de travailler sur ces 3 leviers. Ces 3 leviers, c'est d'abord l'habitat. Sébastien Paulet a en charge le développement de la notion d'habitat, parce que quand vous allez rentrer chez vous ce soir, sauf pour ceux qui y sont déjà et qui nous rejoignent par visio, mais ceux qui vont rentrer chez eux ce soir, vous allez dire « ce soir, je rentre à la maison ». Quand vous êtes une personne handicapée dans un foyer, vous allez dire « je vais dans ma chambre ». C'est très différent dans la notion que vous avez d'égalité. Et petit à petit, il faut renforcer la question de l'habitat. L'un des auteurs du rapport Pifto-Wolfram disait que finalement, le logement est un droit et l'habitat est un désir. Eh bien, nous allons devoir travailler sur ce désir d'habitat des publics que nous accueillons
pour leur permettre d'avoir leur place dans la société. Si demain, une personne handicapée habite près de chez vous, quand vous la croiserez à la boulangerie, ce sera un voisin et pas une personne handicapée. Et là, on aura gagné notre pari. Le deuxième levier, c'est la santé. Parce que la santé des publics que l'on accueille, que ce soit les personnes âgées, que ce soit les migrants, que ce soit les personnes en difficulté sociale ou les personnes handicapées, vous savez que quand vous êtes handicapé, avoir accès à un hôpital, c'est pas facile. Et ça l'a été encore moins avec la crise. Il faut donc travailler sur le levier de la santé des publics qu'on accueille pour faire en sorte que demain, ils puissent, au même titre que les uns et les autres que nous sommes, accéder à la santé. Et enfin, le troisième levier, c'est l'insertion. Et je pense qu'on a là un enjeu. On a là un enjeu fantastique sur l'insertion. Que ce soit, nous, on travaille donc à la LEFPA sur l'insertion professionnelle des enfants et des adultes handicapés, des enfants et des adultes en situation de précarité. Et quelque part, l'insertion, à un moment donné, c'est aussi donner du sens à la vie que l'on veut avoir. Vous existez aussi par le travail que vous faites. Et je crois qu'ici, on peut remarquer, et de manière très importante, le travail qui est réalisé à la fois par nos ACI, je pense au Jardin de Cocagne, par nos entreprises adaptées, nos entreprises d'insertion, nos ESAT, qui font que chaque travailleur, que chaque personne qui est accompagnée dans une ACI ou une entreprise adaptée ou une entreprise d'insertion, quelque part se reconstruise un statut professionnel grâce au travail de nos collègues et de nos collaborateurs qui les amènent la main dans la main vers demain. En fait, accompagner chacun dans son projet, c'est notre promesse. Et ce sera ici ma conclusion. Nelson Mandela disait que quand on a gravi une montagne, la seule chose que l'on voit devant, c'est une autre montagne. Et qu'il faut gravir de nouveau une montagne. Et je pense que c'est ce que nous faisons, et c'est ce que nous faisons avec les personnes que nous accompagnons. Je voudrais dire un mot sur la reconnaissance. Le président, fort gentiment, a parlé de reconnaissance pour les administrateurs et les professionnels. Je voudrais dire que la reconnaissance que j'ai pour tous les collaborateurs de la LEFPA, qui permettent chaque jour, on en voyait encore hier, de gravir ces collines, et pour le conseil d'administration qui nous soutient quelque part, qui nous met la ligne de vie pour nous permettre de gravir ces collines, et nous montre la voie. Je terminerai avec la citation de La Bruyère. J'aime beaucoup La Bruyère et je pense que les caractères sont très inspirants pour un bon nombre de nos personnages. Et donc, La Bruyère, dans les caractères, dit « Il n'y a guère au moins un plus bel excès, il n'y a guère au moins un plus bel excès que l'excès de reconnaissance. » Eh bien, croyez-moi, mesdames et messieurs les adhérents, mesdames et messieurs les administrateurs, mesdames et messieurs les collègues, je suis tout à fait d'accord avec La Bruyère et je n'aurai jamais d'excès de reconnaissance à votre égard. Merci.